Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. C'est l'une des marques françaises les plus emblématiques, potentiellement avec un taux de notoriété avoisinant les 95%, en tous les cas dans le secteur de la mode. Véritable référence du sous-vêtement enfant et qui fait d'ailleurs quelques gros titres, dirons-nous, depuis son rachat il y a quelques semaines. Je veux parler de Petit Bateau et c'est avec un plaisir non dissimulé que je reçois son président, Alexandre Rubin. Bonjour Alexandre Rubin. Bonjour. Merci de venir au micro de Tout est marque. Alors, je fais juste une petite parenthèse tout d'abord pour... j'ai envie de vous dire, qui êtes-vous Alexandre Rubin avant de démarrer sur la marque ? Alors moi, j'ai rejoint Petit Bateau il y a 2 ans comme PDG, et puis j'ai fait toute ma carrière dans le retail. Et puis le retail digital, parce qu'il faut bien dire que depuis à peu près 15 ans, les deux sont intimement liés, voilà, avec des marques comme Marks & Spencer, Starbucks, au tout début de l'aventure en France, Sephora, Camaïeu, Yves Rocher et Petit Bateau, comme je le disais, depuis 2 ans. Donc une véritable expérience dans le secteur, ça, on ne peut pas... C'est un fait. C'est un fait. Pas dit que j'étais bon, mais l'expérience est là. C'est un fait. Alors, je ne vais pas perdre de temps finalement et par rapport aux bonnes habitudes de l'émission Tout est marque. Je vais revenir rapidement sur l'histoire de cette marque qui a quand même été créée en 1920, même si elle trouve son origine à Troyes en 1893. C'était la société Valton, Valton et Fils. Est-ce que vous pouvez globalement nous donner quelques grands faits marquants de cette grande histoire de la marque Petit Bateau ? Voilà, donc vous l'avez dit, en 1893, la famille Valton crée à Troyes, dans l'Aube, qui est la capitale de la bonneterie en France à l'époque, un atelier qui va faire de la bonneterie, du coton, des sous-vêtements. 1920, c'est la deuxième grande étape avec la création de la marque Petit Bateau. Et puis j'allais dire, ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'innovation, parce que c'est une marque qui est innovée. La première chose, c'est la petite culotte. Donc l'idée, vous savez que jusqu'à ce que Petit Bateau l'invente, les gens portaient des caleçons longs. Avant, alors la singularité, c'est avant même le dépôt de la marque en 1920, puisque ça date de 1918 réellement, d'après les recherches, où effectivement Étienne Valton, fils du fondateur, réinvente le caleçon long traditionnel. Il le coupe. Il le coupe. Voilà. Il le coupe et puis il met une bande élastique. Et oui. Donc il invente la petite culotte. La marque Petit Bateau, pour une marque troyenne qui est bien loin de la mer, c'est un clin d'œil à la comptine Maman les petits bateaux. Voilà, donc cette innovation première, il y en a eu d'autres, le body. Le body, oui. Que toutes les mamans connaissent. Le body dans un premier temps. Ah oui, le body. Puis le body à pression. Puis le body à pression, bien plus tard, 1980. Innovation sur innovation, exactement. Ouais. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, avec peut-être une dernière grande marque, l'arrivée dans la mode femme, pour une marque qui était avant tout une marque d'enfance, avec le t-shirt. Et puis un petit coup de pouce, comme souvent, grâce à Monsieur Lagerfeld qui décide, quand il reprend la marque Chanel, de garder son ADN, mais de le moderniser ou de lui donner un coup de jeune, et qui invente le t-shirt sous le tailleur. Et il s'embête pas, il va acheter des t-shirts Petit Bateau parce que la qualité est là. Et voilà comment on a fait un pas dans la mode féminine avec cet iconique qu'est le t-shirt blanc Petit Bateau. Même fin des années 90, il fera défiler d'ailleurs Claudia Schiffer pour lancer le sujet. Voilà, en tout cas, je pense qu'il n'avait pas spécialement envie de nous aider en disant lui, ça l'aidait dans sa collection, mais ça a été un phénomène durant toutes les années 90 et ça reste une pièce iconique. Dans les étapes marquantes, vous-même, vous avez été au sein du groupe Yves Rocher, mais il y a le rachat de Petit Bateau en 1988 par le groupe Yves Rocher. Voilà, marque qui a failli disparaître, comme beaucoup de marques textiles, au tournant des années 70-80. Et le groupe Rocher a racheté Petit Bateau. La légende dit que M. Rocher n'a pas voulu voir, qui était fils de bonnetier, pas voulu voir partir cette marque vers des horizons, alors non pas étrangers, parce que son concurrent était une banque. Oui. Puis pendant plus de 40 ans, le groupe Rocher a
accompagner la croissance de Petit Bateau. Oui, avec le t-shirt côtelé, la marinière, les pyjamas de nuit étoilés, c'est aussi globalement les produits stars, les produits reconnus de la marque. Parmi les événements marquants, le groupe Rocher donc annonce vouloir céder début 2025 la marque Petit Bateau et début septembre 2025. Le groupe Regent se positionne, donc groupe fonds d'investissement américain, qui est en tous les cas pressenti comme le repreneur de Petit Bateau. Un fonds d'investissement qui connaît très très bien les marques. Voilà, un fonds d'investissement familial qui s'inscrit dans la durée. Donc on n'est pas sur un fonds de retournement. Ils connaissent bien les marques européennes. Oui, ils ont quand même Dim, Bailly, dans la chaussure par exemple. Bailly, ils ont la Senza, ils lingerie, ont Escada. Playtex. Playtex, alors qui est rattaché à DIM, c'est une licence. Ouais. Enfin, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est leur connaissance du marché européen Mmh. et les problématiques industrielles, puisque une des spécificités de Petit Bateau, c'est d'avoir une activité de distribution assez classique, mais des usines. Oui. Ce qui est le cas aussi de DIM, et des usines, dont une en France, qui fait de nous un des rares acteurs à posséder encore des usines de fabrication en France. On n'est pas les seuls, mais on est plus nombreux. Lacoste, Saint-James, et c'est ça à peu près tout au niveau industriel comme nous. Donc avec une fabrication en France. Une partie, oui. Une partie. Donc on peut dire que c'est quand même une marque bien française. Ah, c'est une marque bien française qui le restera, puisque les capitaux sont une chose. J'aime à citer Lacoste, marque suisse, si on s'intéresse aux capitaux. Oui. Et pourtant, tout est en France encore. Petit Bateau, c'est pareil. La direction, le siège, le style, l'usine, le service client. Assez rare pour le citer. Quand vous appelez le service client Petit Bateau, il est basé à Troyes. Notre usine est basée à Troyes. Alors, on n'est pas Made in France totalement, même si on fait du Made in France, puisqu'on a cette capacité à le faire. Oui. Mais 60% de notre coton est fabriqué à Troyes. La matière, le tricot, ce qu'on appelle. La confection est en partie à Troyes, mais une partie au Maroc. Et puis on a une partie négoce, comme beaucoup de marques. Alors justement, permettez-moi de rebondir sur l'actualité. Très bien. Sachez qu'il y a 3 semaines, j'ai bondi sur mon fauteuil. D'accord. Et je vais vous faire écouter un extrait et j'attends votre réaction. C'est un extrait d'une émission sur LCI. Voilà, j'attends votre réaction. À la fin du 19e siècle, à Troyes, il y avait encore une usine à Troyes. Effectivement, il y avait des fabrications dans l'usine Petit Bateau au Maroc, mais ça restait quand même une marque française, du Made in France. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous ou pas ? Et je crois que c'est le signe de la confusion dans laquelle nous sommes tous. On confond la marque, le lieu où c'est produit et le propriétaire de la marque. La marque, elle est française, 1893, à Troyes, la famille Valton qui invente un produit qui devient un produit universel qui représente l'économie textile française. Les propriétaires sont différents. Il y a eu la famille, il y a eu ensuite le groupe d'Yves Rocher qui vient de le vendre à un groupe américain. Et la vraie question, c'est est-ce que Petit Bateau va continuer à produire en France ? Au fond, le sujet, c'est pas est-ce que le propriétaire il est français ou pas, est-ce que l'usine est en France ? Voilà des années que Petit Bateau fabrique entre 60 et 80% de ses produits au Maroc. Ça n'est plus une marque française, c'est une marque marocaine. C'est une usine. Propos d'Yves Gégaud, ancien ministre. Oui, mais voilà, je pense que on a des experts de plateau partout. Méconnaissance. Mes connaissances absolues, même si tout ce qu'il dit n'est pas faux. Oui. Je le répète, avec un peu d'agacement, même si je m'aperçois quand même qu'en particulier les politiques ont cette capacité à réagir sur tous les sujets le lendemain de l'annonce, sans avoir vraiment creusé les sujets. À chaud. Personne n'a vu venir la guerre en Ukraine et le lendemain, tout le monde avait des tenants aboutissants. Alors l'ancien militaire que je suis rigole doucement. Voilà, maintenant sur Petit Bateau, je répète, droit dans mes bottes, nous avons une usine qui emploie près de 500 employés à Troyes. 60% du coton, donc de la matière, du tricot, est fait à Troyes. Nous avons encore des gens qui font de la confection. Cette activité-là est compliquée. Nous l'avons réduite, nous la réduirons peut-être encore, mais la marque est bien française, le style est en France, le service client est en France. Alors si Petit Bateau est marocain, il est aussi chinois, il est aussi de Madagascar, il est aussi de... Ça veut rien dire. Ce que M. Gégaud devrait se poser comme question, c'est que reste-t-il de l'industrie textile en France ? Pas grand-chose. Combien véritablement fabriquent en grande quantité en France ? Plus beaucoup. Nous en faisons partie. Et pour la petite histoire, nous avons une entité qui s'appelle Petit Bateau Fabricant, basée à Troyes, capable de faire du Made in France. Et nous travaillons pour quelques grandes marques de luxe françaises
qui savent qu'elles ont la qualité du tricot petit bateau et la capacité à faire du Made in France. Donc non, c'est pas tout à fait faux. Nous assumons nos racines marocaines, nos racines, peut-être pas nos racines, mais notre engagement au Maroc. Mais nous ne sommes pas une marque marocaine. Oui. Voilà. Par contre, ce qu'il disait sur les capitaux, qui ne font pas spécialement la marque, là, je suis d'accord. Donc c'est à moitié vrai, à moitié faux. Voilà. C'est le ton qui est un peu surprenant. C'était ça, oui. Non, oui, je voulais quand même et potentiellement vous faire réagir parce que je trouve qu'il est toujours relativement simple, effectivement, de parler même de certaines marques en étant dans l'approximation. En tous les cas, en ce qui me concerne, ça me dérange. Merci. Merci de me donner l'occasion de rééquilibrer le discours. Je répète, tout n'est pas faux, mais c'est pas 100% vrai. Et entendre de dire, je crois que nos 500 ouvriers apprécieront le discours de Monsieur Gégaud, qui pourra venir leur en parler s'il n'a que ça à faire. Et puis, d'ailleurs, si on prend d'autres marques, c'est pas pour ça que des marques comme LVMH, qui fabriquent d'ailleurs dans d'autres pays, sont devenues des marques italiennes. Ça reste bien des marques françaises. Combien de clients, Petit Bateau, aujourd'hui ? Alors, plusieurs dizaines de millions. En tout cas, en France, pratiquement, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. On a pas loin en France et en Italie d'1 million de clients fidèles, c'est-à-dire porteurs de la carte Petit Bateau. Ce qui, pour une marque qui fait de l'enfant, est assez remarquable. Oui, vous faites partie de ces marques transgénérationnelles. Transgénérationnelles, on est sur l'avant-naissance, parce que la maman vient acheter avant le bébé, le petit enfant, pré-ado, et puis la maman, ou la femme même d'ailleurs. 6-7 générations. Et puis voilà, ça continue. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure en introduction de la notoriété de Petit Bateau. Oui. J'attaque souvent quand je suis dans une conférence où il y a beaucoup de gens en France en tout cas, de dire que j'ai pratiquement 100% de clients en face de moi, même si la plupart ne se souviennent pas avoir acheté du Petit Bateau, en avoir porté. Je suis pas très loin de la vérité, puisque nous sommes sur des canaux très différents. On a encore une petite quantité de produits qui sont proposés à la grande distribution. Oui, vous faites partie de ces très grandes marques notoires. On a reçu par exemple une marque qui elle touche l'exceptionnel, 100% de notoriété en France absolue, c'est PMU. Oui. Par exemple. Ils sont en monopole, je crois. Mais je crois. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et passionnant de voir aussi la résistance d'une marque et savoir traverser le temps comme ça et de garder ce cap notoire dans la carte mentale du consommateur. Et de se dire, effectivement, on est bien implanté, à nous faire le boulot. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes qui font que cette marque est en effet une marque patrimoniale. Bien sûr, bien sûr. Chiffre d'affaires de Petit Bateau ? 250 millions d'euros en 2024. On fera mieux cette année en 2025. Donc on a retrouvé la croissance depuis l'année dernière, après un épisode Covid compliqué, comme beaucoup de marques, et puis des changements de consommation, et puis un marché du textile compliqué, un marché du textile enfant très compliqué. Attaqué par la fast fashion. Attaqué par la fast fashion, attaqué partout, mais comme toutes les marques, j'allais dire. Donc à nous d'aller sur les bons combats, pas nier ce qui est, ce qui n'est pas, mais voilà, on sait que notre avenir passe par notre positionnement premium, parce que c'est le prix de la qualité. On sait aussi qu'on est une marque, en tout cas en France, je le répète, qui transgénérationnelle, comme vous le disiez, et puis qui reste, même pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter du Petit Bateau tout le temps, la marque de référence pour le cadeau naissance. Voilà, ça nous fait quand même beaucoup de cartes à jouer. Présence dans 60 pays. Alors 60 pays, plus ou moins fort, mais on a des magasins en Mongolie. 400 boutiques dans le monde. 400 boutiques dans le monde, un peu plus même, si on considère les corners dans les grands magasins, et à peu près dans nos filiales, donc en propre, un peu plus de 250. À qui s'adresse Petit Bateau ? Parce qu'on en parle, mais moi j'aimerais bien avoir l'avis du président de Petit Bateau et qu'on sache clairement, une bonne fois pour toutes, à qui s'adresse Petit Bateau. Alors, vous savez que c'est toujours difficile de répondre à ces questions parce que c'est des débats sans fin en interne. Moi j'aime à dire, et en toute transparence, qu'il y a deux segments déjà. Il y a Petit Bateau en France. Je vais mettre nos amis belges dans la même veine. C'est une marque qui reste une marque aujourd'hui de gens qui peuvent se payer du Petit Bateau, donc on va dire des classes moyennes supérieures, mais qui ratisse large par sa présence en grande distribution et aussi, comme je le disais, par sa place privilégiée dans le cœur des Français, qui fait que vous avez un cadeau naissance à faire, le bébé et la naissance représentent 40% de nos ventes, là l'argent devient très secondaire, on veut marquer le coup,
On veut offrir de la qualité abordable, parce que j'ai parlé de premium, j'ai pas parlé de luxe. Et là, on ratisse très large. À l'étranger, on reste une marque de CSP+. Et je le répète, non pas que c'est une envie, mais la qualité a un prix. Et ce serait démagogue de dire que tout le monde peut se l'offrir. Par chance, on a cette capacité d'être resté abordable pour les gens qui veulent se faire plaisir, en particulier pour offrir des beaux cadeaux de naissance. Vous avez quand même des gammes Access qui permettent, malgré Alors tout, là, justement... on reste dans le segment premium, c'est-à-dire dans le moyen haut de gamme. Je ne vais pas citer de nom de concurrents, mais on n'est pas une marque de luxe. Cible, alors, on parlait de cible, mais les cœurs de cible en tant que tel, c'est la famille, globalement, la maman, la grand-mère. C'est alors la maman. La jeune maman. La maman dans toutes ces étapes, c'est-à-dire avant la naissance du bébé, que ce soit son premier ou si elle en a d'autres, il faut préparer le trousseau. La jeune maman, et puis on va être honnête, c'est l'enfant petit bateau, on va l'habiller jusqu'en CM1, CM2, en tout cas pour la tenue de tous les jours. Donc c'est toujours la maman qui achète. Les femmes, les hommes en général pour le cadeau de naissance. On a beaucoup d'hommes qui achètent du cadeau de naissance. Et d'ailleurs, pour eux, c'est pratique. Je vais aller chez Petit Bateau, je ne fais pas d'impair. La grand-mère, on appelle la mamie cadeau, même si c'est un peu réducteur. Et puis la femme, indépendamment de son rapport à la naissance, en particulier, on parlait du t-shirt Petit Bateau. Je veux m'offrir une pièce iconique. Bien sûr. J'achète un t-shirt Petit Bateau ou la culotte Petit Bateau, qui a été chantée. Si vous connaissez Chagrin d'amour, la chance d'être cité dans cette chanson iconique pour une génération. Voilà. Donc vous imaginez la puissance de la marque. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Et ils sortent Éminence et Petit Bateau. Et là, je peux vous dire que dans la chanson, il ne parle pas de bébé. Justement, comment la marque a su faire perdurer l'élégance, tradition, modernité au travers du temps? Parce qu'on s'aperçoit que cette marque traverse le temps, mais ne cesse d'innover, de perdurer. Ouais, alors, la première chose, la qualité. La qualité du coton, c'est pas moi qui le dis, c'est nos clients. Le coton, c'est une matière vivante, coton, ça ne bouge pas. Coton bio. Alors coton bio, labellisé GOTS, donc le nec plus ultra du coton. Donc voilà, la qualité en premier, l'innovation, même si innover aujourd'hui sur le coton, c'est plus difficile parce que on peut pas y rajouter des matières synthétiques, tout ça, on y tient, mais je vais parler des innovations fortes qu'on a pu avoir. La dernière étant vraiment majeure. On parle d'innovation forte quand elle est copiée, ce fameux bouton pression pour le bien copier. Bien sûr. Un style. Il y a un style Petit Bateau, les couleurs vives, la rayure, la marinière, la matière cirée, alors plus récente, 1986, le ciré revisité par Petit Bateau. Donc voilà, un vrai style Petit Bateau. Puis je mettrai en dernier une tradition de la communication chez Petit Bateau, alors surtout en France, mais pas que. Quelques campagnes de pub mythiques. Bien sûr. On espère d'ailleurs revenir très vite avec une belle campagne de revenir pub. En publicité. Alors publicité, c'est sûr, on n'a jamais arrêté d'en faire, oui. Mais peut-être avec ce qu'on appelle un film de marque. Oui. Pas spécialement en télé, maintenant la communication c'est sur le digital, mais aussi remarquable que les fais pas ci, fais pas ça, c'est nous qui avons remis Dutronc cette chanson à la mode. Absolument. Il y en a eu d'autres, la campagne des mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Voilà. Et puis dès le départ, puisque la petite culotte a été portée dans les années 30 par Marinette, qui était alors là dessinée par un illustrateur de l'époque et qui avait la réputation. Donc il y a aussi une tradition de la com, mais comme je dis toujours, il faut être certain de ses collections, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle styliste depuis 2023, elle est arrivée en même temps que moi, et qui a bien compris ce qu'on attendait d'une styliste Petit Bateau. Elle doit amener sa patte, sa touche, revisiter, moderniser, être dans l'air du temps, mais dans l'ADN. Ne pas trahir. Et le cœur, on ne peut pas trahir. Parce que je pense que M. Lagerfeld l'avait parfaitement compris avec Chanel. On savait qu'on était chez Chanel, et pourtant, ce n'était pas le Chanel de Gabriel Chanel. Eh bien, c'est notre défi. Côté produit, justement, on en parle, et c'est un parfait rebond. Quel est le cycle des collections chez Petit Bateau ? Alors, nous, on a deux grandes collections assez classiques. On a la collection automne-hiver, printemps-été, mais on a plus des nouveautés tous les 15 jours environ. Tous les 15 jours. En magasin. Voilà, donc il y a plusieurs slots. Maintenant, on n'est pas de la fast fashion. Oui. On a une certaine quantité de produits saisonniers qui sont mis en avant dans les magasins et sur le site internet. Voilà. Mais principalement. Alors, l'enfant étant, et en tout cas l'enfant Petit Bateau, étant moins tenu à notre sens, à la nouveauté absolue. Et puis, c'est pas notre modèle. On parlait tout à l'heure de nos usines. Bien sûr. Pas cette capacité.
et on ne veut pas l'avoir. C'est pas le sujet. Alors justement, j'ai une petite question qui fâche, comme dans chaque émission, Et maintenant, c'est la question qui fâche. qui va peut-être être une redite, mais Petit Bateau fabrique plus de 85% de ses produits justement en France, en Tunisie, au Maroc, dans ses propres usines. Mais à l'heure de la fast fashion, justement, moi, la question que j'ai au regard de votre expérience et de votre expertise, est-ce que le modèle économique actuel est encore tenable en fabriquant justement, je vais dire, en Europe, voire en Europe élargie, si on considère aussi le bassin méditerranéen comme des fabricants qui sont aussi eux-mêmes rattrapés quelque Ouais, part bien par sûr. cette concurrence Bien indienne ou sûr. chinoise. En tout cas, si votre combat est sur le volume et le prix, je pense non. Je pense non parce que il faut peut-être donner un peu d'explication. Hein. Le textile n'est pas robotisé. Le textile, en tout cas la partie confection, c'est des petites mains. Donc il faut beaucoup de monde. Et on va être très clair, hein, c'est le prix le salaire qui fait la différence. Alors pourquoi aujourd'hui le bassin méditerranéen souffre un peu ? Parce que leurs salaires sont plus élevés que l'Asie. Oui. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de marques d'ailleurs, sans polémique une fois encore, qui s'émeuvent depuis sûr. de Chine ou d'autres. Bien sûr. Mais les volumes, les bas prix posent la question de la fabrication en Chine. Voilà, j'arrête là. Oui. Nous, et c'est très cohérent avec ce que je vous disais avant, si je vous avais dit on veut inonder le monde, faire des prix très abordables et faire du volume, je serais un menteur. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut garder notre modèle vivant à condition d'accepter qu'on n'ait pas des volumes, que la croissance ne soit pas le seul moteur, même si on en a besoin, et que évidemment ça aura un prix. Vous savez, le plus gros défi pour moi, d'ailleurs, au-delà de la question que vous posez, de l'avenir de l'industrie textile en France, c'est les ouvriers. C'est ça qui me fait le plus peur. Aura-t-on des bonnetiers dans 20, 30 ans, donc des jeunes qui vont remplacer mes ouvriers actuels qui ont envie d'évoluer dans ce métier de l'industrie textile, qui est un métier physiquement difficile, mais passionnant. Vous savez, c'est un métier manuel. Alors là, on peut être certain que l'IA ne viendra pas détruire des emplois. Voilà, c'est ça le genre de questions que je me pose, plus que celles que vous posez, qui évidemment, je le répète, ne serait pas réaliste si je posais la question du bas prix et du volume. Pour rebondir, vous êtes le 3e invité de suite, sachez-le, qui soulève exactement le même problème. Hardridge, les chaussures, je recevais son directeur général il y a peu, me disait exactement la même chose sur sa capacité à savoir fabriquer du fait main avec du surpiquage sur machine, avec la capacité de pouvoir recruter des ouvriers qualifiés qu'il ne trouve plus. La même chose avec Thomas Hurier, Jean 1083. Que je connais bien. Que vous connaissez, voilà, qui est venu dans cette émission, eh bien figurez-vous qu'il a, lui, atteint le plafond de verre, c'est-à-dire qu'il pourrait produire 30% de plus, il n'arrive pas à recruter des ouvriers qualifiés. Avis à toutes celles et ceux qui sont dans la formation, formez-nous, des gens capables justement de faire résister nos marques Made in France. Bien sûr. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je ne sais pas si on a le temps, mais des ministres étaient à Troyes, je salue leur présence à Troyes et qui posaient la question de l'avenir du textile à Troyes et on parle d'aide, de subventions, je ne sais pas moi si c'est le rôle de l'État de toujours subventionner tout. En revanche, je disais qu'il y a quand même une volonté française qui a été de ne pas s'occuper de l'industrie depuis 40 ans. Donc on en a aujourd'hui les conséquences. Et puis il y a une autre chose. Je crois que dans le fait d'État, il y a le régalien qui est la formation. 85% d'une génération bac général, parce que rappelons, ça donne des jeunes qui désertent les métiers manuels, ou qui les retrouvent d'ailleurs de plus en plus, quand ils s'aperçoivent que peut-être certaines filières sont bouchées. Je nous souhaite d'avoir des ouvriers. Les Allemands ont fait ça très bien, les Italiens aussi. Peut-être voilà. un manque de vision de politique générale aussi. Absolument. Tout le monde n'est pas... La formation, ça prend sûrement 20 ans. Une génération, en général, c'est ce qu'on dit. Puis, pour reformer une filière, il faut 20 ans. Oui, puis je pense une vision d'État. Oui. Et pas politique ou électoraliste. Une vision court terme. Et d'ailleurs, face aussi à cette marée descendante de la natalité, parce qu'il faut
parler aussi d'un autre sujet qui n'apparaît pas complètement comme ça, mais comment allez-vous relancer Petit Bateau encore plus vers la croissance alors qu'on a une natalité, si je me base sur les chiffres, depuis 15 ans, la natalité baisse de manière spectaculaire. En 2024, 660 000 bébés, soit 22% de moins qu'en 2011. On ne va pas faire... la France, qui était un pays qui avait d'ailleurs une natalité croissante... Mais c'est votre cœur de cible. Qui est mon cœur de cible, pour des raisons que tout le monde connaît. Bien sûr. Son chiffre s'effondrait alors qu'elle avait une vision. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et c'est un phénomène, dans les pays où nous sommes établis, consistant. On a le même phénomène en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Japon, même en Chine. Le sens de ma question, Alexandre Rubin, c'est de finalement savoir si ça oblige une marque comme Petit Bateau, demain peut-être à aller sur d'autres gammes, plus sur les femmes, pourquoi pas un développement encore plus pour les hommes, histoire d'élargir... Alors, le taux de nourriture dont vous posez la question, pourquoi pas? Déjà, bien faire ce qu'on fait. Les Chinois disent une chose, parce qu'ils sont habitués à ça. Alors que je vais peut-être choquer, mais j'aime bien cette expression-là, parce qu'elle nous rassure à court terme, il faut bien faire avec la réalité. Ils disent un bébé, 10 portefeuilles, qui veut dire qu'il y aura peut-être moins d'enfants, mais ils seront peut-être plus gâtés. Je sais que je vais faire bondir quand je dis ça, mais c'est une réalité qui rassure aussi, et on voit bien d'ailleurs avec le phénomène des animaux de compagnie. Concernant le taux de nourriture que vous posez, on a nous déjà ouvert les voies par la femme, et là il nous reste beaucoup à faire. La question nous est souvent posée de l'homme, on pourrait y aller, mais on reste une grosse PME et beaucoup de défis. Et je crois que un bon patron, c'est celui qui pose sa vision, qui n'en change pas tous les jours et qui a la notion du taux d'effort. Je vous passe tous les défis que nous avons de transformation, de système d'info, tout ça. On ne s'improvise pas comme ça sur l'homme, tout simplement aussi parce que parfois il faut se dire on le mettrait où dans nos magasins qui ne sont pas si grands. En revanche, on a avec la femme des potentiels non négligeables. Et puis peut-être via les licences, ce qu'on a vu avec les lunettes, puisque depuis bientôt 6 mois, on a développé la licence avec Chris. Licence de marque. Voilà. Alors c'est très important avec la licence, c'est pas se disperser. Bien sûr. On ne peut pas finir sur des canettes de coca. Oui, puisqu'il y a quand même l'image de marque qui doit effectivement donner un tout cohérent. On parlait de Lacoste tout à l'heure. Lacoste est une marque qui a longtemps travaillé qu'avec des licences, y compris celle du textile, qui est assumée par Devanlay. C'est vrai. Et personne ne le savait. Donc la licence peut être aussi une façon de faire, d'ouvrir nos chakras. Bien sûr. Avec un taux d'effort raisonnable. Mais vous avez dit, le défi là, c'est pas de se perdre. Marque circulaire, avec une marque qui a su prendre ses responsabilités en étant de plus en plus éco-responsable, qui tend vers, par exemple, et pourquoi pas la seconde main. Pourquoi ? Alors, une fois encore... Peut-être c'est le nouveau PDG. La seconde main, on en revient, et je pense que c'est un phénomène. Pas nouveau à l'enfant. La grande nouveauté de la seconde main, c'est sa monétisation, qui n'est pas très RSE. Pourquoi ? Parce qu'à l'enfant, et je crois que toutes les mamans et même les papas savent que traditionnellement, il était de bon ton de transmettre à ses amis, ses cousines, ses sœurs, ses belles-sœurs les vêtements. Donc la seconde main à l'enfant, c'est vieux comme le monde. Bien sûr. Ça s'est monétisé, c'est un phénomène de société qui est avant tout appréhendé par une plateforme qui s'appelle Vinted, puisqu'elle a un avantage sur tout le monde, et ils vendent beaucoup de petits bateaux, c'est que c'est de particulier à particulier, il n'y a pas donc d'intermédiaire. Quand on lance la seconde main chez Petit Bateau, il faut savoir que je rachète les produits de bonne qualité, donc recyclables, revendables, mais je dois les traiter, désinfecter. Bien sûr. Tout ça ne se fait pas dans le magasin. Donc ça a un coût qui fait que le coût de revente est plus avantageux que la première main, mais non comparable avec Vinted. Surtout, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça nous défocus. Et oui. Et je l'ai dit et je le répète, je ne nie pas le phénomène seconde main, je ne crois pas que ce soit la priorité de Petit Bateau. Ça sous-entend que ce n'est pas votre métier premier. C'est pas mon métier premier, je dis même d'ailleurs, je crois avoir été applaudi par mes directrices de magasin, quand vous faites de la seconde main, vous demandez à vos directrices et à vos conseillères en magasin de reprendre des vêtements des clientes et de juger ces vêtements. Elles ne sont pas brocanteuses ou antiquaires. Chacun sa spécialité. Donc nous, la RSE, vous l'avez dit, elle se focalise sur 2 choses.
faire des produits en matière naturelle de qualité. Je parlais tout à l'heure de l'investissement que nous avons dans le coton GOTS. C'est le meilleur coton. Ça coûte plus cher. En revanche, c'est la filière qui garantit que le coton, qui est une matière naturelle, mais qui consomme beaucoup d'eau, est fait en préservant son impact sur la biodiversité. Ça, c'est de la vraie RSE. La deuxième chose, nous avons des usines. Comment nos usines sont moins consommatrices d'eau. Alors, c'est pas très compliqué, mais c'est très coûteux. Voilà, on va se focaliser là-dessus. Et ça garantira la qualité, plutôt que de se disperser. Moi, mon point, c'est pas de faire la une des magazines professionnels et de dire, regardez comme je suis bon en RSE. Je suis bon en RSE depuis 1893. J'espère encore pouvoir le faire 130 ans. Vous n'êtes pas là pour entretenir le buzz. Très implanté en retail, la marque réinvente en permanence son concept store. Ouais. Alors moi, je suis complètement déformé parce que ça fait partie aussi de mes anciens métiers. Ouais. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'évolutions, des concept stores petits bateaux, toujours très sympathiques, du visual merchandising. Alors vraiment, c'est bien tenu, au cordeau, bravo. Je connais pas vos équipes, mais bravo à elles. Justement, est-ce que ça fait partie des strates majeures aussi de l'image de marque comme Petit Bateau, de toujours tenir, si je puis me permettre, la barre à ce niveau-là? Alors voilà, moi, au-delà du concept, parce que je pense que chaque DG ou chaque président aime bien avoir son concept, certainement pour laisser cette trace. Alors c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis un vieux retailer, donc j'ai... Mais vous ne voulez pas marquer l'histoire? Non, mais pas comme ça. Je veux dire que en général, c'est pas des retailers qui veulent développer de nouveaux concepts. Ouais. On en a finalisé un là qui est simplement la synthèse de l'ancien concept qui s'appelait Histoire de fil, qu'on a juste modernisé avec des petites touches plus premium, qui nous coûtent un peu plus cher. Et puis voilà. On est une marque où l'acte de vente est très très important. Pour deux raisons. La première chose, il faut beaucoup de conseils, surtout quand votre produit est un peu plus cher que la concurrence. Bien sûr. Et puis parce qu'il touche des jeunes mamans ou des jeunes papas qui ne savent pas toujours tout. Et puis aussi parce que tout simplement, tous nos produits, toutes nos tailles ne sont pas en magasin, il faut aller les chercher en réserve. Donc la vendeuse chez nous, elle est capitale. Je ne vais pas citer des marques, et ça, un retailer, il doit savoir où place-t-il sa vendeuse. C'est un point majeur. C'est un point majeur. Ma conseillère, elle est clé. Donc la formation, le temps passé à leur parler de la marque est, à mon sens, bien plus important que l'évolution du concept. Oui. Là, je peux vous le garantir. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Zara, pour qui j'ai un extraordinaire respect, c'est une incroyable marque, incroyable saga. Leur investissement, c'est des nouveautés tous les jours, les codes du luxe avec un prix de prêt-à-porter très abordable, des tailles de magasins gigantesques. Le conseil n'est pas là, c'est pas leur modèle. Donc, ils investissent dans l'humain, mais sur bien d'autres choses. Donc, plus que le conseil, moi, c'est un concept global qui inclut la conseillère de vente, et elle est clé dans notre modèle. Et donc, clé sur le retail, et moi je note aussi une autre progression majeure, je dirais même hyper efficace en hyper croissance, c'est le e-commerce. En 2019, j'ai relevé que la marque ne faisait que 11% de son chiffre d'affaires en e-commerce, puis 30% en 2022. À l'aube de 2026, où en sommes-nous? C'est plus de 50%? Non. Mais c'est une progression assez exceptionnelle. Ouais, on se dit tout. Allons-y. Le poids, Ouais. la taille. On a fermé beaucoup trop de magasins, mécaniquement, sur une base 100. Vous avez un report sur le e-commerce. Voilà. Donc, les marques qui mettent en avant trop souvent le poids de leur e-commerce devraient se poser la question, ou en tout cas devraient avoir l'honnêteté de dire comment s'est-il fait. Quel équilibre? Qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Donc l'équilibre. Là, vous êtes en train de nous dire, Alexandre Rubin, que on change de part de gâteau, mais le gâteau reste même. Je vous le répète, vous me donnez des chiffres, soit vous voulez de l'honnêteté, soit vous n'en voulez pas. Je répète que le poids, c'est fait par la croissance, principalement avec l'effet Covid, comme toutes les marques. Et j'étais à la barre d'une autre marque qui a vu son poids d'e-commerce augmenter. Les magasins ont fermé 7 mois en France pendant 2 ans. Heureusement que le e-commerce a progressé. Bien sûr, une translation. Voilà. Par la suite, beaucoup de marques ont dû revoir leur parc, ce qui a favorisé. La vraie question, c'est jusqu'où ira-t-on? Alors, ça dépend des marchés. Au Japon et en Asie en général, le digital est beaucoup plus important. Au Japon, alors qu'on n'a pas plus augmenté ou diminué notre parc de magasins,
Le digital représente 50%, parce qu'on est présent que dans quelques grandes villes. Oui. Et donc, le territoire étant grand, avec une grosse population, le digital, Marc, c'est pareil en Chine. Oui, et puis culturellement, je pense que culturellement, ils sont avancés autrement. Il y a beaucoup de exactement. live shopping, notamment, savez, qu'on connaît un peu moins en France exactement. ou en Europe. Le poids du commerce dépendra beaucoup du maillage. En France, on a un gros maillage Ah, pour une marque enfant. Donc, on est aujourd'hui à 22%. C'est très bien. Moi, ce que j'ai demandé quand je suis arrivé, c'est et la croissance. Bon, la réponse n'était pas tout à fait la même. Depuis 3 ans, on a le poids que vous connaissez, qui reste stable. Bien sûr. Mais surtout, on retrouve des belles croissances en e-commerce, ce qui, moi, m'intéresse plus. Alors, toujours dans la partie digitale, on ne peut pas parler de marque sans parler de communication. Tout à l'heure, on l'a effleuré, Ouais. vous en parliez un peu comme ça. Quels sont les modes de communication petit bateau? Est-ce que traditionnellement, on peut imaginer que c'est bien sûr la réponse qui est souvent attendue, c'est communication 360, mais 360 comment? Alors, on fait avant tout de la communication digitale. Oui. Réseaux On a sociaux, vous êtes réseaux très fort sur les réseaux sociaux, sociaux, quasiment 800 000 followers Alors par ça, exemple sur voilà. Instagram. Même si la bataille Ça commence à peser c'est quand énorme. on frôle le million de followers. C'est sur, énorme, puisque là en plus on est sur Petit Bateau France-Italie, donc c'est énorme, 800 000, si vous regardez même nos concurrents. Plus d'1 million de vues sur certaines vidéos. Voilà, c'est On a assez fait énorme. On a fait des petites recherches, puis après 724 000 là sur Facebook. Sur Ouais. TikTok un peu plus faible, mais Un c'est peu plus peut-être pas la faible, même on n'y est population. pas encore comme on doit y être, Voilà, mais c'est surtout, aujourd'hui on sait faire. Oui. Mais il faut qu'on revoie toute notre... Enfin, c'est pas qu'on voit, on est vraiment sur c'est-à-dire, est-ce qu'on touche bien toutes les parties du funnel? Et en partie la partie recrutement de nouveaux clients. Voilà, c'est comment notre savoir-faire sur le digital, en particulier en termes de contenu, et on voit bien, les chiffres que vous donniez sur l'Instagram le montrent, comment on optimise bien notre capacité à être au bon endroit au bon moment, avec des objectifs différents, que ce soit conversion, recrutement, etc., etc. Voilà, c'est ça notre défi. On a une petite présence offline, principalement... par les retombées magazines, vous savez que ça se travaille. Oui, bien sûr. Un peu d'affichage à Paris, qui sont des campagnes qui en général marchent bien, on est très présent à Paris. Voilà, le défi là aujourd'hui... Du sponsoring traqué sur Google, je peux vous dire que depuis 1 mois, je prends des publicités Petit Bateau en permanence. Voilà, je suis traqué par Petit Bateau sur les réseaux. Je pense qu'on a une belle équipe. On va d'ailleurs, parce que traditionnellement, assez logiquement chez nous, le marketing est à la marque, mais on est en train de travailler à une cohésion, une coopération entre l'équipe digitale qui drive le trafic et le contenu de marque qui est fait par le marketing pour que tout ce que vous décrivez soit encore plus optimisé, mais principalement digital, avec un vrai défi qui sera quand même le défi du contenu. Et oui. Il faut en produire, et en produire beaucoup de qualité, intelligent. On ne parle pas sur TikTok comme on parle sur Insta, Bien sûr. ce qui explique peut-être qu'on n'est pas bon partout. Voilà. Et puis un retour, je l'espère, avec des campagnes d'affichage qui feront peut-être pas parler, ça serait prétentieux, mais au moins sourire, ce qui est déjà pas mal. Qui marqueront leur époque, peut-être. Voilà. Ça, on aimerait tous avoir, pour nos vieux jours, un moment, cette campagne, j'étais à la tête ou j'étais dans l'équipe Petit Bateau qui l'a faite. Ce serait un bel objectif. Tout le monde rêve à cette époque-là d'avoir sa marque iconique ou sa campagne iconique. Moi, je me souviendrai toujours d'une marque qui a presque disparu, Kodak, le fameux voleur de couleurs. Ah ben voilà. Tout le monde se rappelle de cette campagne publicitaire qui a déjà 35 ans. Voilà, et moi je pense qu'on a cette chance-là, quand vous voyez des bouts d'Avas ou de BETC, ils citent des campagnes de petits bateaux. Non pas parce que vous savez, c'est rarement le PDG, lui, il va donner les budgets, il va influencer en disant combien cette part de la communication est importante. Je le répète, chez nous, c'est un ADN. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Bien sûr. On ne peut pas absolument toujours vouloir faire de la com pour de la com. Une belle campagne serait intéressante. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'aurais pu allonger encore plus l'épisode parce que c'est passionnant de vous écouter. Moi, j'ai quand même une dernière question, Alexandre Rubin. Quand on s'appelle Petit Bateau, est-ce que la vie est un long fleuve tranquille ou faut-il plutôt se préparer en permanence à affronter la houle ? La houle, voire la tempête. Mais voilà, on aime ça. Vous savez, moi, je dis toujours, une marque qui est née en 1893, ça oblige. Oui, ça oblige. Voilà, je ne sais pas si je serai là dans 3, 4, 5 ans, peut-être même pas dans 6 mois, j'en sais rien. Mais le temps que vous êtes là, c'est des longues journées. Gardez le cap. C'est le plus important, quel que soit le temps.
Quel que soit le temps, ça sera le mot de la fin. En tous les cas, merci encore pour ce temps consacré, c'est important. Et si, bien sûr, vous souhaitez connaître toutes les nouveautés de Petit Bateau sur le site internet ou dans une boutique près de chez vous, bien sûr sur internet c'est petit-bateau.fr, je le rappelle au cas où. Merci. Bien entendu. Je rappelle quand même aussi que toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter de Petit Bateau, si vous vous abonnez à la newsletter de Petit Bateau, vous avez moins 15% sur la première commande. C'est juste au passage aussi. Ouais, comme quoi on est une marque populaire. Eh oui, allons-y. Au passage, je remercie aussi toutes les auditrices, les auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, PodCloud par exemple. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit like. C'est important et nous en avons besoin. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.